des nouveautés qui ont été mises en place, dont certaines cette nuit. Donc vous allez voir ça. Et là, rapidement, je vais vous parler des statistiques sur la plateforme. Le nombre de statistiques. On retrouve les usages qu'on avait les années précédentes sur Spiral classique. Donc là, c'est les statistiques sur l'année de la plateforme. On retrouve aussi les vacances. Donc ici, ça, c'est les vacances de Noël. Et quelque chose qu'on observe depuis 2004, depuis qu'on a lancé Spiral, c'est qu'on a moins d'usages au deuxième semestre qu'au premier semestre, parce qu'il y a peut-être déjà moins d'étudiants, et puis il y a beaucoup qui partent en stage. Là, c'est les stats de Google Analytics. Alors, si vous êtes administrateur d'une plateforme, vous pouvez monter maintenant les stats générales sur Google Analytics. Et pour ceux qui ont un site web, il y a une nouvelle fonctionnalité, je ne sais pas si on en parlera après, mais si vous avez un code Google Analytics, vous pouvez l'insérer dans votre site web. Donc, chaque site web peut être tracé. Donc, on peut aussi géolocaliser les gens qui viennent sur la plateforme. Donc là, on a plus de 2 500 000 visites qui viennent de Rhône-Alpes, quasiment. Sur l'année, mais il y a des gens qui viennent un peu partout dans le monde. C'est quand même la France et les pays francophones en tête, et pas mal la Tunisie, Maroc, Espagne, Algérie, enfin bref, quelque chose d'assez mondial. Et j'ai repris aussi les statistiques de Spiral classique depuis 2008, depuis que je les ai sur Google Analytics. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 années de statistiques. Donc on retrouve les tendances que je viens de vous montrer sur Connect. La chose aussi intéressante, c'est ici, on a encore laissé des accès sur Spiral classique, parce qu'il y a des gens qui ont continué à utiliser Spiral classique cette année. On verra le nombre de connexions. Et si on cumule ce qu'on a eu sur classique et sur Connect, on a encore augmenté les utilisations de l'ensemble des plateformes de plus de 20% cette année. Et chaque année, vous voyez les paliers d'utilisation qu'on a d'année en année sur la plateforme. Et donc là, j'ai comparé, j'ai mis les deux échelles. En bas, c'est Spiral Connect. En haut, c'est Spiral classique. Donc, ça tombe bien, ils prennent les vacances au même moment, les étudiants. Donc, on a sur les taux d'utilisation, on est presque à 20 000 visites jour en cumulant les deux plateformes. Ensuite, une chose un peu plus compliquée, c'est où vont les gens, comment ils rentrent sur la plateforme et ensuite où ils vont. Ils rentrent majoritairement sur la page d'accueil, mais ils peuvent aussi rentrer directement sur les pages d'aide, sur les wikis qu'on a mis à disposition, mais ça c'est des accès minoritaires. Ensuite, ils rentrent à 75%, ils vont sur la page qui est en flex où on trouve le bureau. Mais il y en a une partie aussi qui vont chercher des informations qui sont affichées dès la première page. Vous avez vu, il y a tout un tas d'informations. Et donc, on peut suivre le parcours des gens de façon globale à l'intérieur des briques Spiral. On a aussi des informations, avec quel navigateur ils viennent, parce que nous, c'est important de suivre quel type de navigateur les utilisateurs utilisent pour se connecter. Donc ça nous donne des idées. On voit que Chrome augmente de plus en plus, que Internet Explorer, qui était majoritaire il y a 5 ans, est devenu quasiment minoritaire. Sur les OS aussi, ça donne quelques idées. On est encore ultra majoritairement en Windows à 80%. Le Mac était à 12% il y a quelques années, 2-3 ans, est passé à 17%. Et on voit un peu de Linux, un peu d'Android, un peu d'iPhone qui viennent se connecter. Pour la petite histoire, on peut depuis peu, il y a une appli iPhone qui permet de simuler le flash, et on peut utiliser sur les tablettes iPhone et iPad la plateforme, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Et elle s'appelle, j'ai déjà tweeté, mais je retweeterai l'application qui permet de faire ça. Quelqu'un a le nom? Non, ça vous dit pas. Je vous le remettrai sur Twitter. Aussi dans les évolutions qu'on voit, c'est les statistiques sur les écrans qui sont utilisés par les gens. On est enfin sorti du 800-600. On commence à avoir des résolutions d'écran un peu plus grandes, donc qui permettent de voir de plus d'informations. Et sur les plugins Flash qui sont utilisés pour se connecter. Et depuis quelques jours, on a aussi de nouvelles statistiques. Je sais pas si vous êtes allez vous parcourir sur l'outil statistique qu'on a mis en place. J'ai des statistiques globales sur la plateforme. Le nombre de modules, il y a 15 000 modules actuellement dans Spiral Connect de Lyon 1. Le nombre de questionnaires, le nombre de cours, etc., etc.
Et je peux détailler brique par brique sur le nombre de questionnaires. Il y a 16 000 questionnaires. J'ai plus de 100 000 questions, 110 000 questions à choix, des questions ouvertes 27 000, questions à choix en tableau de choix, il y en a 26 000, etc., etc. Ça me donne un peu des idées, des volumes de ce qui est utilisé dans la plateforme, ce que vous utilisez dans notre plateforme. La même chose sur le nombre de blogs. Le nombre de blogs qui ont été ouverts dans la plateforme, donc c'est quelque chose qui a aussi. La dernière fois j'ai fait des statistiques, on était à 2000. Là on est presque à 6000. Donc les dernières fois c'était en 2010 que j'avais fait des statistiques. Donc c'est quelque chose aussi qui a énormément augmenté. Sur les wikis, c'est pareil, il y a plus de 4000 wikis. Donc c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus utilisé. Le nombre de médias et les types de médias. Donc là on retrouve les choses qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on a 150 000 images par exemple, c'est des choses qu'on avait avant. On a 250 gigas de PDF pour donner une idée de ce qui est mis à disposition par les enseignants, 12 gigas de 32 et 12, 44 gigas de documents Word, etc., etc., 112 gigas de documents PowerPoint et 1 Tera ODT, c'est quoi? Non, c'est 1 giga OT ça? Les vidéos, voilà, sont là. 200 gigas de vidéos en format FLV. Mais Gilles, je crois que tu feras un petit point sur les serveurs, sur les tailles, tout ça. Ça prend quelle place, en gros? On a 1 Tera 5. Pour donner une idée, et on a 15 Tera de disque dur et on utilise 10% de la capacité de disque qu'on a sur les serveurs. Je raconte pas trop de bêtises? Ça va. On a aussi des statistiques, nous, quels sont les modules les plus utilisés dans la plateforme. Alors, j'ai un petit jeune qui est là. Voilà, lève-toi, si tu veux. C'est lui qui est responsable du module qui est en 3e position sur le tutorat. Donc, c'est le module qui est le 3e, qui est sur le podium, le plus utilisé, et géré par les étudiants, pour les étudiants sur le tutorat Lyon-Est, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. On a fait une petite interview à la pause café. Vous verrez ça sur YouTube ou sur Spiral après. On a aussi les médias qui sont les plus vus. On peut voir les médias les plus utilisés. Donc là, on voit il y a beaucoup de vidéos qui marchent bien. Les médias les plus téléchargés. Donc là, il n'y a pas de surprise. On retrouve des choses plutôt en santé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve des choses sur l'organisation, sur les plannings, des choses comme ça. Quand on voit qu'un planning est téléchargé 5000 fois, c'est qu'il y a vraiment un besoin de diffusion de l'information. J'en parlerai aussi à la fin. On a mis un nouvel outil qui est l'anti-plagiat. On commence à avoir des retours sur des usages de l'anti-plagiat. Ça fait juste un mois qu'il est mis en disposition. Et donc ça, si vous avez des informations, vous pourrez me poser des questions. Et cette présentation est sur mon SlideShare. Donc j'appelle Eddy là pour prendre la suite. Donc le bilan de toutes ces statistiques, c'est que on a retrouvé et même dépassé les niveaux d'usage qu'on avait sur la plateforme précédente. Donc c'est sympa, on n'a pas perdu de monde, au contraire, d'un passage d'une plateforme à l'autre. Monsieur Marquet, je te laisse. Alors Eddy travaille sur Spiral, c'est lui qui manage toute l'équipe de dev. Ils vont vous présenter leurs réflexions et les évolutions de la plateforme. C'est ça? Bon. Là, clique là. Donc bonjour à tous. Monsieur Battier m'appelle Eddy, mais pour ceux qui veulent me demander des choses, je m'appelle en fait Brian. Voilà. Donc voilà. Et c'est moi qui manage donc l'équipe de développement. Donc ce matin, je viens tout fraîchement de terminer ma présentation. Hein, je suis désolé. J'avais du travail hier. Donc ce matin, je vais vous présenter les améliorations et les nouveautés que nous avons apportées durant cette année donc sur Spiral. Hop, voilà, le tour d'horizon des outils et de leurs améliorations. Bien sûr, je ferai appel à mon équipe pour vous présenter les nouveaux outils plus en détail et après on reviendra avec Christophe sur certains points particuliers. Donc voilà. Donc depuis l'année dernière, donc depuis la présentation Spiral Connect de l'année dernière, la plateforme a subi un grand nombre d'améliorations. Donc j'avais commencé à les répertorier sur une petite feuille, tout ça, et j'ai compté tous les petits points. Et là, quand j'ai compté, je me suis dit waouh, il y a plus de 500 améliorations qu'on a faites durant cette année. Donc là, c'est un peu la présentation à la Apple. Hein. Je fais un peu à la Steve Jobs, voilà.
Donc plus de 500 améliorations, plus que iOS qui en compte que seulement 200. Donc voilà, pour briller un petit peu, je pourrais éventuellement cliquer sur le lien changelog Spiral Connect. Je vous ferai voir la liste tout à l'heure. Ah si, j'y arrive. Voilà. Et donc on peut voir qu'il y a une grande liste de toutes les améliorations donc que j'avais fait. Et donc j'ai pas triché, hein. J'ai pas seulement mis tous les petits points, genre j'ai changé la couleur du bouton, etc. C'est vraiment des améliorations qu'on a faites. On peut dire qu'elles sont globalement toutes majeures. Donc voilà, ça a été simplement voilà. Donc plus de 500 améliorations. Donc ces améliorations, elles sont autant visuelles, donc ça c'est celle que vous voyez, mais il faut pas oublier qu'on fait de nombreuses améliorations qui sont techniques aussi. Donc voilà. Donc justement, les améliorations techniques, c'est notamment au niveau de la structure. L'impact que vous avez pu voir, c'est notamment au niveau des performances. Voilà, au début de l'année, on avait des petits soucis de performance au niveau des visites, etc. Finalement, on a été victime de notre succès, et donc on a fait énormément de changements au niveau de la structure pour pouvoir supporter ça, pour des consultations simultanées, beaucoup plus d'utilisation de médias, etc. Donc voilà. Ça, c'était les améliorations côté structure, mais je ne vais pas aller dans les détails. C'est vraiment côté du développement. Mais on n'a pas fait aussi que des nouveaux outils et que des nouveautés. On n'a pas oublié les outils qui étaient déjà en place, les outils existants. Donc on fait en sorte de beaucoup écouter l'utilisation qu'ont les enseignants. Être le plus... Merci pour la photo, j'ai posé. Voilà. Donc voilà, on essaye d'écouter au maximum les enseignants, d'avoir un maximum de retours et de dialoguer avec eux pour essayer d'optimiser les outils pour vraiment qu'ils répondent à leurs attentes. Voilà. Mais bien sûr, on ne fait pas que travailler sur les outils existants. On a aussi des nouveaux outils qu'on rajoute régulièrement. Et donc ça sera justement mes collègues qui vous les présenteront en détail tout à l'heure. Donc on va commencer par quoi? Voilà, le forum, je me souviens. Donc voilà, par exemple, justement pour vous détailler un peu les améliorations qu'on a fait sur les outils existants, je reprends un peu les outils phares de Spiral Connect. Donc on a le forum qui est beaucoup utilisé notamment côté santé. Là, parce qu'ils osent pas poser des questions durant les amphis, ça peut se comprendre. Donc, on a fait une amélioration de l'interface. On a essayé de mettre en valeur, plus en valeur les sujets et les posts, que ce soit plus lisible, et justement que les nouveautés du forum soient directement disponibles depuis une légère page d'accueil. On a rajouté un fil d'Ariane facilitant la navigation et des options permettant notamment aux utilisateurs de créer des sujets. Donc ça, c'est juste un petit point. Donc, je suis allé chercher dans les vieux historiques tout ça. Mes collègues devraient être épatés. Justement, je vous ai fait un peu comme les émissions de Rolooking sur M6. Je vous ai fait un avant-après. Donc voilà. Donc ça, c'était avant. Voilà. Donc ça, je suis allé chercher ça sur une vieille instance. Voilà. Et là, c'est après. Bon, voilà. C'est là, à ce moment-là, où il faut faire waouh. Voilà. Non, mais il y a d'autres captures d'écran qui sont beaucoup plus parlantes. Voilà, il y a un petit truc qui est flouté, c'est parce que j'ai pris ça sur les forums à Monsieur Battier, et donc forcément il y a des bêtises dessus. Donc voilà. Donc un peu de mise en valeur des sujets, etc. Les nouveautés donc qui sont sur la colonne. Ah mais j'ai pas de souris en fait. Donc les nouveautés qui sont sur la colonne de droite, voilà. On a rajouté le fil d'Ariane, donc la notification par email dont les enseignants ont parlé tout à l'heure, qui est disponible en tête de page. Voilà, et puis on a rajouté le moteur de recherche, j'en parle justement après. Voilà. Au niveau du confort d'utilisation, on a essayé plutôt que de mettre des pop-up durant la création du contenu. Donc on a fait en sorte que l'éditeur s'insère directement dans l'espace de travail pour que ce soit plus confortable et puis que vous voyez directement le rendu que ça va donner au bon endroit. Donc la possibilité de déplacer un post d'un sujet à l'autre, donc ça je le montrerai après. Voilà, et notamment on a rajouté, c'est récent, la recherche dans le forum ou dans les sujets avec les items surlignés. Donc vous voyez, je vous ai mis un coup de stabilo aussi pour bien vous montrer comment ça fait. Voilà. Et donc comme ça, vous pouvez chercher des mots-clés particuliers, parce qu'avant c'était pas possible. On n'avait qu'une recherche sur les objets spirales en global, et maintenant on peut descendre à l'intérieur pour rechercher vraiment des mots-clés particuliers. Voilà.
Donc ça, c'était le pop-up qui était très intrusif quand on cliquait sur un bouton d'édition ou de réponse d'un post. Et donc ça, maintenant, c'est plus confortable quand on fait répondre. L'éditeur s'insère directement au bon endroit, voilà, avec le petit bouton, vous voyez, déplacer ce post. Ça, c'est pour les modérateurs et les administrateurs du forum pour pouvoir replacer des posts ou des sujets qui seraient au mauvais endroit. Voilà. Je continue avec le cours. Donc le cours, le but, donc il n'y avait pas grand-chose à faire sur le cours, mais le but c'était de maximiser l'espace de travail, voilà, pour mettre en valeur le contenu justement. Et donc le avant-après, donc ça c'était avant où on avait repris un peu le style de spirale classique, c'est-à-dire que le menu était sur la gauche et donc le contenu était sur la droite. Donc on avait rajouté une petite flèche quand même parce qu'on avait vu que ça prenait pas mal de place. Mais finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a carrément détaché. Voilà, merci. Il faut le faire à chaque fois, hein. On l'a carrément détaché justement pour qu'il soit moins gênant. Bon, il y a certaines personnes qui étaient un peu déstabilisées parce qu'ils disaient ça apparaît, ça disparaît, etc. On a essayé de faire en sorte que le menu soit intelligent. Donc voilà, il disparaît au bout de 5 secondes. Quand on le survole, il réapparaît. Il reste quand il y a la souris ou quand on travaille dessus, il disparaît automatiquement. Pour ceux qui veulent l'avoir à chaque fois, il suffit d'appuyer sur la petite punaise en haut et comme ça, il apparaît tout le temps. Comme ça, si on est gêné par les apparitions, disparitions, au moins on se retrouve avec une navigation comme avant. Voilà. Le fil d'Ariane était déjà, mais pour naviguer entre les différents chapitres, comme si on tournait des pages, on a rajouté des grandes flèches de navigation entre les différents chapitres. Et puis de la même manière, donc l'espace de la colonne est utilisé entièrement, mais de la même manière, on a rajouté un moteur de recherche dans le cours, comme dans le forum, donc qui permet de chercher des mots-clés en surlignant les items. Donc j'avais pas osé le mettre surlignage parce que je savais pas si ça existait, mais bon voilà, vous tapez un mot-clé. Et après, on a tous les chapitres du cours qui apparaissent avec le mot qu'on a recherché surligné, donc pour pouvoir cibler plus directement les sujets qui nous intéressent. Voilà, on a rajouté aussi dans le cours un système de verrouillage en cas d'édition simultanée. Voilà, parce qu'on avait vu que des enseignants qui travaillaient ensemble sur le cours, et ben des fois, ils travaillaient sur le même chapitre et il y en a un qui enregistrait et puis l'autre écrasait le travail de son collègue qui était en train de travailler dessus. Et donc on a mis un petit verrou en disant ben non, il y a un collègue qui travaille dessus, c'est pas possible d'enregistrer à l'heure actuelle. Voilà, c'était juste un petit système de protection, un petit point comme ça. Voilà. J'ai l'impression que je parle vite, hein. C'est bon, vous suivez tous? Mais il y a beaucoup de nouveautés, c'est pour ça, hein. Faut que j'aille très vite. Donc voilà, hop, j'affiche tout d'un coup. Donc le blog, les améliorations sont globalement visuelles. Voilà. Au niveau technique, on avait fait moins de choses que dans les autres outils. Avec donc notre but c'était la mise en valeur des articles, pouvoir insérer des bannières, c'était pour faire joli et puis pour styliser, customiser comme on voulait. On a essayé de mettre en valeur le nuage de tags en le rendant plus visible et bien sûr le moteur de recherche où on peut rechercher par tag, on peut rechercher via les rédacteurs, si on veut suivre tous les articles d'un rédacteur particulier, par mots-clés, etc. Donc là, ça c'était avant, et là, voilà, c'était après. Donc voilà, voilà, je peux faire avant, après. Voilà, merci. Donc voilà, on a la petite bannière, on a la petite case à cocher si on veut les suivre, on a le moteur de recherche. On a essayé de mettre en valeur donc les posts, tout ça, et puis la petite goodies parce que les gens voulaient vraiment que ça soit sympa. Les titres, mais ça c'est vraiment rien, hein. Les titres sont de la même couleur que le thème qu'on a choisi pour notre module. Voilà, voilà. Je continue avec le wiki. Donc le wiki, les améliorations visuelles sont plus discrètes. En fait, on s'est surtout basé sur la chose qui était importante du wiki, c'était l'édition simultanée. Voilà. Parce que, justement, quand on demande à quelqu'un de travailler sur un wiki, c'est souvent toute une classe de 30 personnes qui travaillent ensemble. Bon, alors, comment faire pour que chacun n'enregistre pas sa contribution, mais sa petite partie apparaisse dans l'historique, mais on voit pas l'autre partie de l'autre étudiant qui est édité en même temps, etc. C'était compliqué. Donc, en fait, on a travaillé justement sur le visuel de comparaison, qui maintenant se fait en full HTML,
Alors qu'avant, il se faisait en texte brut. Avant, on utilisait une API Google. C'était vraiment le truc de base. Et puis finalement, on a vu que c'était pas très très utilisable pour les gens qui faisaient des mises en page avancées. Et donc, on a travaillé là-dessus pour que ce soit beaucoup plus visible. J'ai fait une capture, bien sûr, je vais vous montrer. Et on a mis en place aussi un système de protection des contenus qui propose une fusion des contributions de tous les gens qui ont participé en même temps. Voilà, je vais vous montrer, ça met un petit warning en disant attention, il y en a un qui travaille déjà dessus. Donc on compare, lui il a enregistré ça, vous avez fait ça, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Et puis voilà, il vous propose tout ça. Donc ça c'est quelque chose on voit vraiment quand toute une classe travaille ensemble, mais vous, si vous êtes en utilisation standard, il y a peu de chances que vous éditiez en même temps qu'une personne, donc vous ne l'avez peut-être pas déjà vu. Voilà. Donc ça, c'était avant. Donc c'était la comparaison d'un grand texte, mais en texte brut. Donc voilà. Ça barrait justement les contenus qui avaient été supprimés, ça mettait en vert les contenus qui étaient rajoutés, mais pas d'image, pas de mise en forme, etc. C'est dur de se retrouver. Donc les algos de comparaison sont très difficiles à faire, donc on peut pas les faire nous-mêmes, on reprend toujours des choses existantes. Donc là on faisait avec les API Google, et donc là on a fait quelque chose, merci, on a fait quelque chose de plus visuel, donc c'est Panos qui s'en est occupé, vous le verrez tout à l'heure. Donc là, ça garde la mise en forme, ça prend même en compte les images, etc. Et donc, là par exemple, ça m'encadre, on voit pas très bien, mais ça m'encadre l'image en rouge qui dit qu'elle a été supprimée avec tout ce texte-là, et ce texte-là a été rajouté, etc. Donc voilà, beaucoup plus visuel, et tout ça pour vous. Voilà, je continue. Alors là, voilà, c'était le système de warning qui dit attention. Quelqu'un a déjà contribué à cette partie du wiki, vous travaillez en même temps sur la même partie, donc voilà ce que vous avez rajouté, ce qu'il a supprimé, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire, et puis il y a une version fusionnée des deux justement à la fin. Voilà, donc cette petite pop-up là, vous la verrez si vous travaillez ensemble et enregistrez ensemble une partie du wiki. Donc là on passe au mastodonte de la plateforme, donc c'est le questionnaire. Donc là, hop, tout d'un coup. Donc beaucoup d'améliorations aussi. Donc je vais pas toutes les citer, sinon on est là pendant des heures. Donc beaucoup plus d'options de notation. Voilà, une meilleure gestion des thèmes. Une amélioration des interfaces de consultation des réponses et de statistiques. Donc là, j'ai pas fait de capture. Mais voilà, les listings des répondants sont plus lisibles. On peut voir les dernières copies qui sont rendues. On peut afficher par nom. On peut se balader entre tous les copies des étudiants, etc. Supprimer toutes les copies d'un étudiant, en supprimer qu'une, etc. Voilà. L'amélioration des différents exports. Donc là, c'est le pauvre Nicolas qui s'est occupé de tout ça. Pour on a eu des cas où justement on avait des très très gros exports, donc on a fait en sorte de gérer ça techniquement aussi en liant les pièces jointes ou pas des exports, en ajoutant des colonnes, etc. Certains voulaient pour les cases à cocher des petites croix, d'autres voulaient en fait les numéros des choix qui étaient cochés, etc. Donc on a essayé de prendre en compte tous les avis des différents exports, enfin qui intéressaient les gens. Voilà. La petite nouveauté aussi, c'est l'import des questions d'autres questionnaires. Donc avant, dans Classique, on avait des questions seules qui se baladaient et puis on pouvait les rajouter dans un questionnaire. Maintenant, au lieu d'avoir des questions qui se baladent toutes seules, on peut faire en sorte d'importer simplement quelques questions des questionnaires qu'on a déjà réalisés. Sachant que la plupart des gens maintenant, vu que le copier-coller est très facile, ils créent un questionnaire type et le copie-colle. Puis après, ils importent des questions. Voilà. Mais aussi, la grosse nouveauté du questionnaire, c'est les nouveaux types de questions. Et là, alors... Ah oui, c'est ça que j'ai mis. Donc ça, avant, quand on cliquait, on avait ça. Et maintenant, waouh, on a une liste un peu plus grosse. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à la fin. Donc notamment le texte intro qui est beaucoup utilisé en langue. Et donc les questions panier que moi j'appelle drag and drop, mais bon, il faut pas mettre en anglais. Donc c'est celle où on prend des éléments et on peut les jeter dans des paniers. Voilà, les questions à relier, donc c'est celle où on trace des traits entre les différentes propositions. Voilà. Et l'import des questions. Donc j'ai fait des petites captures, je crois quand même. Donc voilà, c'était l'interface qu'il y avait avant. Donc on a essayé de faire un peu plus clair avec
l'accès à l'éditeur riche. Ah oui, pouvoir déplacer les questions. Avant, bon, alors on a fait un système un peu plus cosy quand même pour replacer les questions. On peut les regrouper et puis après en drag and drop, on peut les déplacer comme on veut. Voilà. Pour ceux qui avaient des questionnaires plus en question, c'est divisé 20 questions par page. Donc après, on a fait ce petit système justement pour qu'on puisse déplacer. Donc la question 3, on va directement à la position 67 au lieu de s'embêter avec le drag and drop. Mais bon, le drag and drop, c'est sympa quand même. Donc ça, c'est le texte à trous, voilà, avec des jolis petits carrés qui s'affichent là où on clique sur le trou pour mettre les propositions. Et puis, petite nouveauté aussi, si vous n'avez pas vu, c'est qu'on peut restreindre en fait le type de question à un type de données. Donc voilà, si vous voulez mettre des emails, l'alphabétique, tout ça, parce qu'il y en a qui utilisent nos questionnaires pour faire des formulaires d'inscription ou des choses comme ça. Voilà. Et un petit exemple de questions à relier, voilà, avec les traits, et les questions drag and drop, donc les questions panier où on dépose le choix 1 dans le panier 1, dans le panier 2, etc. Mais il faut pas oublier que on n'a pas fait que des améliorations au niveau des outils, on l'a fait aussi au niveau un peu plus transversal, au niveau technique, comme par exemple, donc j'ai mis tout en liste comme ça. On a changé de serveur multimédia, enfin la version, on est passé à la version 1 du serveur Red 5, qui est notre serveur qui permet notamment la lecture des vidéos, etc. Donc le fait de changer de version, ça nous permet d'être compatible avec un plus grand nombre de codecs de FLV. Donc ça c'est pour la compatibilité. Ça permet notamment de lire les fichiers MP4 et MP3 et en full streaming, en vrai streaming comme on dit. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez une vidéo de 10 heures que vous mettez sur Spiral, donc faut éviter de mettre trop des vidéos de 10 heures parce que sinon c'est Gilles qui va pas être content. Mais bon, vous prenez le curseur, vous le mettez au milieu, et ben ça démarre tout de suite au milieu. Je sais, ça a l'air bête comme ça parce qu'on utilise YouTube tous les jours, mais tout le monde ne fait pas ça. Souvent, en fait, il y a un curseur de chargement et il faut attendre que le curseur soit chargé pour pouvoir directement se positionner dans la vidéo. Et ben nous, on est en full streaming, donc ça marche comme ça, mais seulement sur les FLV et les MP4. Pour les autres types de vidéos, on espère pouvoir proposer un outil de conversion en ligne directement. Voilà. On a fait une refonte des moteurs de recherche, donc là, ça serait pas mal que je fasse une démo, mais tant pis. Donc voilà, on a vraiment amélioré les moteurs de recherche. Donc pouvoir rechercher dans tous ces contenus avec proposition, si je vais le faire quand même. Je vais le faire. Non, je le ferai après. Donc voilà, pouvoir chercher dans les contenus, donc dans tous les contenus qu'on est censé voir, où on se positionne dans un dossier, ça cherche dans le dossier et dans tous les sous-dossiers dans lesquels on est. Voilà, un petit clic droit et puis hop, on peut positionner directement la recherche là où on est au niveau de la liste d'activités. Donc je dis comme ça, c'est pas parlant, c'est normal, mais vraiment vous pourrez tester nos moteurs de recherche. Ils ont été grandement améliorés. Une amélioration des notifications par email, mais il semblerait que ce soit pas suffisant. Voilà, on a essayé de la faire plus intelligente. Oh là, j'ai fait une faute. Et moins intrusive. Ouais, non, c'est des notifications, c'est pour ça que j'ai mis un S. Plus intelligente et moins intrusive, voilà, parce que d'un autre côté, il y a des enseignants qui souhaitent que les étudiants soient inscrits directement aux notifications et qu'ils en reçoivent un paquet. Et nous, de notre côté, on a des retours en disant ouais, j'arrête pas de recevoir des notifications de Spiral, ça m'embête et tout, etc. Mais bon, faut voir que les usages de la plateforme sont totalement différents entre Lyon 1 et toutes les instances qu'on a à côté, parce qu'on en a quand même beaucoup et c'est vrai que ça varie dans le cadre de formations qui sont ou en présentiel ou celles qui sont totalement à distance, où là les notifications sont vraiment importantes. Donc là après, j'y réfléchirai et on verra avec les enseignants comment on peut voir pour s'arranger là-dessus. Faut savoir aussi que la petite nouveauté que la plupart des gens n'ont pas vue, c'est que on peut voir dans tous les outils collaboratifs qui s'est inscrit pour suivre justement les nouveautés de cet outil. Ça vous avez pas vu? Allez, est-ce que je le fais? J'ai bientôt terminé, monsieur Battier. Ah, pardon. Alors, hop, je reviens. Alors, je me permets. J'aime pas trop faire ça, mais hop, je me dépêche. Voilà. Donc, je devais taper Brian, mais je me suis trompé. C'est pour pas qu'on me demande des choses. Voilà. Donc si par exemple je tape blog, voilà.
Donc je fais une recherche, voilà, qui me sort tous les blogs avec leur état de publication. Et puis après, je peux ouvrir dans le dossier par an. On voit pas, c'est pas écrit là, mais hop. Et après, ça me positionne directement à l'endroit, au lieu que je parcours tous mes différents. Je refais. Vous avez pas vu? Donc blog. Alors je fais avec forum si vous voulez. Forum. Hop. Voilà. Hop. Nouveau forum. Ouvrir dans le dossier. Voilà. Ça me positionne au bon endroit. Donc aussi, donc pour savoir qui est inscrit, donc dans tous les outils collaboratifs, enfin il y a le wiki, blog, le forum. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? C'est la page d'accueil. On peut voir qui est inscrit. Voilà, qui est inscrit. Est-ce qu'on va dans les options? Vous allez tout en bas et vous pouvez voir qui est inscrit. Voilà, liste des inscrits à la notification. Et par exemple, on a tous ces gens-là. Voilà. Et donc vous pouvez le voir dans le forum, dans le blog et dans le wiki, je me répète. Voilà, je reviens à la présentation. Hop, j'ai bientôt terminé. Voilà, il y a aussi l'amélioration de l'éditeur. Alors ça, on le voit pas forcément, mais bon, on a rajouté des publications, les miniatures des images au survol. Ça, c'était rajouté depuis un moment. On a amélioré l'éditeur HTML, donc c'est un plugin qu'on a rajouté. On a rajouté aussi des plugins pour insérer du code à la volée, notamment tous les insertions YouTube, SlideShare notamment. C'est un outil qui est très plébiscité par Christophe. Quand on insère un MP3, ça insère directement un player. Donc en principe, beaucoup utilisé en langue aussi. Plutôt que d'avoir un lien, le télécharger, l'ouvrir avec son lecteur d'ordinateur, hop, ça lit directement en ligne. L'éditeur d'équations qui est en place depuis un moment. Ouais, c'est un player plat, ouais. Voilà. Pouvoir travailler en plein écran, etc. Et puis aussi, petit dernier point, c'était la publication automatique par date, donc qui est lié avec l'agenda et qui sera aussi montré par mes collègues. Donc notamment, donc j'ai essayé de vous faire un petit planning des modifications et des améliorations qui ont été apportées à l'existant. Mais aussi, maintenant, je vais appeler mes collègues pour vous montrer et pour vous détailler les quelques nouveaux outils justement qui ont été rajoutés au cours de cette année. Donc, je vais demander à qui? À Panos. Alors, il s'appelle, son vrai nom, c'est Panagiotis Tsavdaris. Il nous vient tout droit de Grèce. Voilà. Oui, on embauche. Et donc, il va vous détailler donc les outils. C'est l'agenda. Et la board. Voilà, je te passe le micro. Voilà. Bonjour tout le monde. Comme Eddy déjà dit, je m'appelle Panagiotis Tsavdaris. C'est long, normal, je suis grec. Donc vous pouvez m'appeler Panos avec un S, pas CH. Alors. Ensemble, on va jeter un coup d'œil sur deux nouveaux outils de Spiral, c'est Agenda et la board. Donc, Agenda, pour tous ceux qui ont déjà utilisé Google Agenda, ils vont constater que c'est un outil similaire à Google Agenda, l'outil Spiral, et à côté l'outil Google. À quoi ça sert l'agenda? On sait déjà qu'on peut faire des plannings, des événements personnels. Par exemple, mon exemple ici, c'est un planning dentiste, repas, etc. On peut aussi bien communiquer avec des étudiants et des enseignants en faisant des plannings des salles, des examens. Il y a aussi l'usage collaboratif. On peut partager nos agendas. Le partage des agendas, ça se passe comme sur tous les briques spirales. Et travailler plusieurs sur le même agenda, comme sur un wiki, sur un cours. Les fonctionnalités spirales de l'agenda. L'agenda, on a essayé de les couper et de les transformer en agenda spirale en ajoutant des fonctionnalités pour vous,
pour nos utilisateurs. On peut avoir plusieurs calendriers, plusieurs calques dans un même agenda. On peut importer d'autres agendas ou juste des calques d'autres agendas en introduisant juste l'URL ou l'ID du calendrier. On a aussi activé la prise de rendez-vous. Vous pouvez activer la prise de rendez-vous et vos étudiants peuvent poser des rendez-vous ou d'autres collègues. Et aussi, l'agenda, c'est l'outil par lequel on a une visualisation récapitulative des publications des objets par période. Par exemple, ici, on voit que du lundi jusqu'à mercredi, le wiki d'anatomie sera ouvert. On va passer en démo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pas encore. Mais peut-être après. Ouais. Ouais, c'est là, mais vous pouvez aussi créer votre planning juste pour montrer. Ah si, c'est bon. Comme ça, je pourrais apporter le micro s'il y a des gens qui veulent parler pour éviter de crier. C'est peut-être moi qui vais répondre à cette question parce que Panos c'est récent dans l'équipe, donc il connaît pas forcément les outils qu'il y a disponibles sur l'université. Donc justement, j'ai vu Gilles Reich, donc pour ceux qui gèrent la DSI, donc c'est ceux qui gèrent les plannings sur ADN notamment. Le but c'est pas d'être un outil qui soit concurrent ou quoi que ce soit. Parce que là, on met les événements qu'on veut et puis on fait notre popote un peu dans notre coin. Alors qu'ADE, en fait, on ne fait que consulter des plannings, etc. Mais sur ADE, on a le planning des salles. On espère l'année prochaine pouvoir avoir un accès pour pouvoir faire des imports directement. Mais c'est vraiment pour les enseignants qui veulent notamment mettre dans cette salle-là où il faut n'oubliez pas d'apporter ça, etc. C'est vraiment des choses en plus. C'est vraiment pas pour faire concurrence entre guillemets à cet outil-là. Le but c'est que ensuite les enseignants puissent importer directement le planning des étudiants d'ADE et puissent rajouter des notes personnelles par rapport à cet emploi du temps, sachant qu'ADE on peut rien faire, c'est totalement figé. Voilà. Merci. Quelquefois, il y a des modifications qui sont faites sur ADE, donc il faudrait qu'il y ait une mise à jour sur Spiral aussi. Hein. Tout à fait. Du moment qu'il y a, on essaie d'interconnecter les différents outils, on fait en sorte qu'ils soient synchronisés. Hein. Donc si on fait ça, on fera ça, sauf si on peut pas le faire techniquement, et là on le précisera. Mais pour les agendas, ça serait dommage de pas avoir une synchronisation au moins des outils. Voilà. Oui. Oui, il y a aussi certains enseignements qui se déroulent dans des locaux qui sont en dehors de Lyon 1, donc qui ne se retrouvent pas dans ADE. Il y a aussi parfois dans les agendas, des visites d'entreprise, des actions qui n'ont rien à voir avec ADE, mais sur lesquelles nous, on peut effectivement, au niveau de l'agenda, indiquer que tel jour, vous allez avoir telle chose, etc. Donc ADE est surtout un outil de gestion de salle, alors que là, c'est vraiment un agenda de gestion d'enseignement, TP, TD, de toutes les actions qui concernent en fait les UE. Donc c'est un peu plus étendu qu'ADE. D'autres questions? On passe à une démonstration. Donc, pour créer un agenda, c'est un outil avancé. Agenda. Alors, l'interface, là, je vais déjà consulter l'ouverture par période de mes objets.
j'ai l'anatomie wiki. En cliquant sur l'événement, je peux le consulter en détail, plus de détails. Pour ajouter un événement, c'est créer un événement. Là, il y a toutes les infos, mais on peut le faire autrement aussi. Vous pouvez cliquer comme ça, en drag and drop, et là, vous pouvez mettre votre événement. Vous pouvez mettre Deezer, l'air, comme ça, parce qu'il y a une autodétection après. Il détecte l'air. Et hop là, on crée notre événement. En drag and drop, vous pouvez le changer. Vous pouvez le bouger. On peut créer d'autres calques, d'autres calendriers pour ajouter des événements différents. Là, et quand on crée un nouveau événement, on peut changer le calendrier. Et après, on peut modifier, on peut changer la couleur. À gauche, par défaut, c'est la couleur de la calque. Donc, on sait que c'est une façon de connaître sur quel calque ça appartient. Après, on peut préciser une autre couleur ou on peut changer aussi la couleur de la calque. Alors, après, j'ai fait quelques exemples. On a déjà là un planning des salles. Un deuxième planning des salles. Et là, je peux importer le premier. Je copie l'URL. Et là, je le colle. Et là, j'ai le décalque de l'agenda que j'ai collé. Je peux choisir de l'importer tous les deux ou juste certains. Alors, je l'importe tous les deux. Et voilà, ils sont là avec un style un peu différent, avec des barres. Je peux bien sûr changer de couleur sur les calques. Comme ça. Et voilà, c'était l'agenda. Ouais. Oui, j'arrive. Je suis là. Oui. Est-ce qu'une synchronisation sera prévue avec l'agenda Outlook? Alors, pour l'instant, on a simplement créé l'outil agenda. On n'a pas fait de système ni d'import ni d'export, sauf avec les agendas qui sont directement sur la plateforme. On va réfléchir justement au type d'import et d'export qu'on pourrait réaliser avec tout ce qui est produit externe. Donc, ce soit avec du Google, l'iCal, de l'Exchange, etc. Voilà. Mais ça, on verra dans un second temps. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Je peux pas vous dire précisément parce qu'on s'est pas posé la question, mais ça sera les plus grands et principaux types de formats et ceux qui nous posent le moins de problèmes techniquement aussi. Voilà, ceux qui posent plus de problèmes ont eu plus de temps malheureusement. Moi, j'ai une question sur l'affichage en fait de la publication des objets. Dans le cadre d'une formation à distance, nous, nos objets sont ouverts sur une période de 2 ans. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, désactiver cet affichage ou pas, même si je comprends bien tout l'intérêt? Oui, on peut désactiver. Là, il y a un calque publication par date. Si on le décoche, on ne le voit plus. Tout simplement, c'est beau. Hein. C'est pareil pour tous les calques. Si on veut cacher un calque, voilà. On la dépublie. Voilà. Pardon mode privé. Bah oui. Oui.
Ça se passe dans l'interface Spiral. C'est ici, avec le petit pouce en haut, qu'on peut publier par date ou... Là, ici. Monte sur une... Alors, la publication par date dans le calendrier, elle est que informative. Ouais. Donc, c'est vraiment pour par faire un récapitulatif de toutes les dates qu'on a mis au niveau du module, parce que s'il faut aller cliquer sur chacun des objets, c'était pas pratique. On essaie de réfléchir, de voir comment dans l'agenda directement on pourrait gérer ça. Pour l'instant, on peut pas. Donc, ça se fait directement au niveau des publications de l'objet. Mais peut-être par la suite, je ne sais pas, je ne promets rien, on essaiera de voir une interface directement dans l'agenda. Oui, tu as une question ? Une question encore ? Sur l'agenda Google, on n'a pas de limite dans le volume des textes qu'on peut mettre sur l'agenda, et sur Spiral, dans l'agenda Spiral, si. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez mettre... J'ai essayé de mettre un peu plus pour un programme, et à un moment donné, ça bloque, ça me prend qu'une partie du petit texte. Si c'est long, après, c'est... Non, mais long, mais c'est pas non plus 3 pages. Hein, c'est 3 pages pour un événement. Non, c'est pas 3 pages. c'est 10, mais après, presque 10 lignes. Pour un programme. Après, c'est les navigateurs qui posent des soucis parce que la fenêtre. D'accord, il n'y a pas. Ok. Bon. On essaiera de voir ça. Vous avez d'autres questions ? On passe à la suite ? Eh ben, passons à la suite. Panos, c'est un autre outil, non, à nous détailler. Après, on donnera la parole à Vincent qui vous détaillera d'autres outils aussi. Voilà. Profitons encore de l'accent qui est frais et qui est rempli de soleil des gens du Sud. Alors, le deuxième outil, c'est la board Spiral. On avait déjà la board en Flex, mais on l'avait fait en HTML/CSS. C'est plus joli, c'est plus à la mode. Les usages d'une board. On peut l'usage côté perso, c'est qu'on peut partager du contenu intéressant ou pas. Sur un espace infini, la seule chose qui pose des limites, c'est votre imagination et votre volonté. C'est un tableau récapitulatif et un patchwork qu'on peut organiser par thème ou pas. Juste laisser un patchwork. Côté collaboratif, on peut créer des études de cas, des thèmes pour les étudiants ou des scénarios pédagogiques. Un exemple, c'est qu'on a des zones, par exemple des widgets qui sont des types jaunes. On va détailler après les différents types de widgets. Et sur un widget, on dit aux étudiants, on propose aux étudiants de mettre les vidéos montrant les virus HIV ou mettre des images concernant l'ARN de ce virus-là. Après les widgets, pour le moment, on a 10 widgets, mais dans l'avenir, on espère de créer plusieurs. C'est comme dans les questionnaires. La première widget, c'est les RSS. On peut avoir des flux RSS, soit dans un site web externe comme Le Monde, les journaux du geek, ou par exemple chaque brique spirale comme les blogs, les wikis et les forums ont aussi des RSS. Vous pouvez mettre l'RSS de cette brique-là. Par exemple, nous, là, on a mis le blog Nouveautés Évolution Spiral Connect. Après, on a les vidéos YouTube. Là, il y a Christophe. Qui parle de Spiral Connect. Après, il y a les Google Maps. Par défaut, la position, c'est notre bureau. Comme tous les grands projets. Après, il y a des images. Vous pouvez mettre des images. Des notes. La météo, bien sûr. Très utile. Flickr, des images Flickr. Vous pouvez juste mettre, par exemple, un concept comme océan. Moi, par exemple, j'ai utilisé océan. Et il m'a sorti ces belles images-là. Après, il y a la zone. Sur une widget zone, on peut poser d'autres widgets.
Et à la fin, il y a le widget spirale. On copie et colle l'URL d'une brique, d'une ressource, et là, on a les liens vers cette brique-là. Alors, on passe en démo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors pour les usages pédagogiques, je vous laisserai voir avec Christophe parce que pour un usage perso, on voit bien le tableau de Liège où on peut mettre des post-it un peu tout et n'importe quoi, mais au niveau des usages pédagogiques, par contre, je vois un peu par moins. exemple, prenez un Google Maps, vous mettez 10 vidéos, vous demandez à vos étudiants de géolocaliser les vidéos. Donc ils doivent prendre les vidéos et les poser sur le bon endroit sur la map. Vous prenez des vidéos sur YouTube, des choses qui sont bien faites, pas bien faites. Il y a plein de vidéos qui existent où vous faites vous-même. Vous les mettez sur la board et vous mettez une zone rouge, une zone verte, ce qui est bien et pas bien pour eux. Et c'est eux qui viennent, soit un individuel, soit un groupe, viennent déposer des vidéos sur les objets. Ça peut être du SlideShare, ça peut être des objets qu'on va récupérer sur Internet et qu'on va positionner au bon endroit. Donc on peut définir ces zones, soit les scénariser, ou soit prendre des cartes ou mettre des vidéos ou des flux RSS. Donc c'est un vrai bazar. C'est comme un bureau, on met plein de choses dessus, puis je pousse ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, je le mettrais plutôt là. Voilà, c'est un espace comme ça, qui est complètement informel, et c'est à vous de le scénariser, et soit perso pour ranger son bazar, comme un Pinterest ou comme un NetVibes, soit collaboratif, où on demande aux gens de venir poser des objets, que ce soit et des objets qui soient de la plateforme ou en dehors de la plateforme. Les vidéos YouTube, vous avez tiens, le dernier chiffre. Est-ce que tu sais, mon petit Panos, je les forme mes petits jeunes. Tu sais le nombre d'heures de vidéos sur YouTube? Ils ont sorti de nouveaux chiffres. On est arrivé à 3 jours de vidéos par minute qui se déposent par minute sur YouTube. On est à 72 heures de vidéos déposées par minute sur YouTube. Donc il y a une source, plein d'exemples, on peut les prendre, les insérer sur une borne et ensuite la scénariser. Comment? Non, on peut pas tout voir. Et l'autre intérêt aussi, c'est trouver des thèmes. Alors trouver une vidéo, je sais pas, par exemple en géologie sur la paléontologie, la cristallographie, les machins, et demander aux étudiants d'aller chercher des vidéos sur YouTube et les classer. Et ils vont travailler pour toi et faire ta veille, par exemple. Par exemple, parce qu'eux ils ont du temps, hein. Et donc tu peux les faire travailler et voir s'ils ont bien trouvé, bien qualifié la vidéo. Merci Christophe. Vous avez d'autres questions? Alors je vais demander à Vincent pardon. Une démo. Ah oui, pardon, la démo. Je vais demander à Panos de faire une démonstration avant de passer la parole à Vincent. C'est ce que j'allais dire, merci. Alors, comment créer une board plus et board? Facile. Alors, notre board est vide au début. On peut ajouter des flux RSS. Là, on peut changer la couleur. Là, les nombres d'objets affichés. Ouais, ça se voit pas bien. Ok. Je vais essayer une autre couleur. Ok. Là, on peut changer les nombres des objets affichés. Par exemple, 7. On fait OK. On peut les dimensionner. Bouger, on fait sauvegarde. Après, on peut ajouter Google Maps. Pareil. On peut les dimensionner et les maps dimensionnent aussi. YouTube. Voilà, c'est pas du tout centré sur Spiral, hein. C'est le flux de nouveautés de Spiral, c'est le K43, c'est la vidéo de Christophe sur Spiral. N'oubliez pas de sauvegarder. Après, j'ai déjà une board avec tous les briques, tous les widgets, pardon. La météo sur Lyon. Là, vous pouvez mettre, c'est pas... Saisis l'endroit.
Là, c'est le Flickr. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre un concept. Non, je sais, il n'y a pas d'image. Donc, pour les vacances. Et voilà, la board. Ben, merci Panos. Merci à vous. Donc ce coup-ci, on va vraiment laisser la parole à Vincent qui va vous montrer 2 nouveaux outils qui sont apparus au cours de cette année aussi. Juste, j'installe ma présentation et puis je commence après. Alors, à l'heure actuelle, non, elle n'y est pas. On va faire appel à un outil externe qu'on va interconnecter avec la plateforme. Et qui permettra notamment d'autres choses. Donc ça permettra la visioconférence, mais on appellera ça aussi la visioclasse, parce qu'on pourra avoir un orateur qui pourra diffuser un screencast ou un PowerPoint, tout ça, etc. Il le montrera à tous les gens qui suivent justement cette conférence-là. Les gens qui suivent pourront intervenir ou en audio ou en vidéo. Donc grande classe, tout ça, etc. Ils pourront écrire directement sur le document comme un tableau blanc, comme le tableau blanc qu'on a actuellement. Pardon ? Oui, voilà. En gros, ça sera ça. Et puis l'orateur pourra donner des droits aux gens qui suivent de parler ou de pas parler, etc. Il y a un système de relais pour pouvoir donner la parole. Et donc on utilisera Big Blue Button pour ça. Voilà. Donc il y a Gilles qui nous a déjà mis un serveur en test et nous, il faut qu'on l'interconnecte avec Spiral et que justement on fasse des améliorations de l'outil déjà existant. Voilà. Je donne la main à Vincent. J'arrive. Donc qui va commencer avec la présentation de l'outil séance. Alors, donc moi c'est Vincent. Ça fait maintenant un paquet d'années que je suis là, enfin un paquet d'années, 3-4 ans. C'est assez long pour des développeurs chez Spiral. Je vais vous présenter 2 outils. Donc, c'est des outils qui sont en place. Dans les présentations précédentes, on a vu qu'ils sont déjà utilisés par certains, genre la séance. C'est le premier outil que je vais vous présenter. Ah, j'ai une souris là, ouais, trop bien. Donc la séance. Et le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est le site web. On verra juste après. Alors, l'outil séance. Une séance, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'idée de la séance, c'est de mettre en scène un module. C'est de pouvoir dire, j'ai 10 ressources dans mon module, mais je veux que mes étudiants ils commencent par lire le cours numéro 1 et qu'ils continuent sur le cours numéro 2, mais qu'ils n'aient pas accès au cours numéro 2 avant d'avoir lu le cours numéro 1. Donc c'est vraiment pouvoir créer une logique entre les ressources et une façon de lire le module. C'est un peu un jeu de piste, un peu ce qu'on a pu voir avec les petits papiers qui traînent partout dans la fac avec marqué journée Spiral. Donc c'est un peu le même but, c'est de créer un jeu de piste, voire même un livre dont vous êtes l'héros, ça c'est pour le côté geek. Alors les usages les plus courants, j'ai essayé de répertorier ce qui est faisable facilement avec l'outil. J'ai un peu du mal avec le micro, excusez-moi. Premièrement, un truc tout simple, c'est ce que je disais au début, c'est mettre bout à bout les ressources. Donc le but, c'est de créer un sens de lecture dans notre module. Donc on commence avec un super cours sur les cucurbitacées, super passionnant, et on enchaîne avec un wiki après. Et on voit que l'étudiant, s'il va accéder au wiki, il doit lire le contenu du cours. Donc c'est vraiment l'idée. J'ai une ressource, j'ai une condition pour que l'étudiant puisse continuer, et ainsi de suite. Ressources. Et ainsi de suite, ressources, conditions, et voilà. Donc ça, c'était le plus simple. Le second cas de figure, c'est dans un souci de guider l'étudiant, ou plutôt de pouvoir vérifier la compréhension et rediriger l'étudiant en fonction de son niveau. En fait, on part d'une séance et on y pose un questionnaire. Bon, alors, petite spécificité technique, le questionnaire doit être noté parce qu'en fait, c'est en fonction du résultat de l'étudiant qu'on va dire, cet étudiant, il doit plus aller par là et celui-là plus par là. Donc c'est tout bête. À partir de ce questionnaire, on définit 2 conditions, genre mon étudiant a moins de 10, mon étudiant a plus de 10.
Mon étudiant à moins de 10, il va aller revoir les bases, et mon étudiant à plus de 10, il a accès au cours avancé. Donc c'est vraiment pouvoir scénariser le module. Le troisième cas de figure que j'ai identifié, donc je suis loin de faire le tour du truc, parce que après vous êtes beaucoup plus innovants que nous dans les utilisations. Donc là, c'est de faire participer, vu que Spiral c'est quand même un truc c'est quand même un outil en ligne pour faire travailler les étudiants ensemble. Le but, c'est de pousser les gens à l'interaction. On pourrait par exemple imaginer un cours totalement déconnecté, et la première chose à faire, c'est aller dans un forum et se présenter. Donc on commence par ce forum, et en jouant avec ces conditions qui permettent de passer d'une ressource à une autre, on peut dire mon forum, si tu veux avoir la suite, il faut que tu crées du contenu dans mon forum. Donc on a notre forum, on a notre condition, et ça débloque l'accès à une ressource suivante. Autre spécificité qui est arrivée assez tardivement dans les séances, je pense que ceux qui s'en servent, ils doivent pas connaître encore, c'est l'idée de pouvoir récompenser la progression d'un étudiant. Donc récompenser, je veux dire en fait débloquer tout l'accès, toute une partie d'un module. Par exemple, on pourrait imaginer que dans notre module, on a un dossier. Sur ce dossier, il est en mode privé, et il y a que un groupe, le groupe des récompensés, qui a accès à ce dossier. Et l'idée, c'est mon étudiant arrive, il a un questionnaire noté. S'il a moins de 10, il va revoir les bases. Et s'il a plus de 10, il est récompensé en étant automatiquement inscrit à mon profil récompensé. Ce qui lui débloque l'accès aux ressources dans le module. Ensuite, côté... donc ça, c'était côté je crée ma ressource. Maintenant, c'est plutôt côté... ma ressource est créée, mais j'aimerais bien savoir comment mes étudiants s'en servent. Donc pour ça, on a deux outils de mesure. La premièrement, c'est un outil de mesure global où on va voir un récapitulatif des visites par objet. Je vois que mon questionnaire, il y a 3 personnes qui sont arrivées dessus, et revoir les bases, il y a une personne. Donc a priori, il y a une personne qui a échoué au questionnaire et 2 personnes qui ont eu plus de 10 et qui sont allées voir vers mon wiki. Et pareil, on a, je vous montrerai dans l'interface tout à l'heure, on a un menu déroulant qui nous permet de sélectionner un étudiant, un parcours précis parmi tous ceux qui ont fait le parcours, et on voit que la personne, elle est passée dans le questionnaire et qu'elle est allée voir le wiki. Voilà, des questions et la démo. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Vas-y Amandine, pointu, les questions. Pas trop dur. Pas pointu, mais casse-pied sûrement. Ouais. Je comprends la logique de notation qui permet de faire un filtre. Historiquement, sur Classic, on avait la possibilité de faire des chemins sans passer par la contrainte de notation. On pouvait faire un chemin A, un chemin B en fonction d'une réponse à une question et non pas d'une note obtenue. Est-ce que ça, potentiellement, ça pourrait revenir? Je pense que c'est plus Eddy qui aura la réponse. Si, j'ai compris. Je me dis que cette utilisation, j'y ai pas du tout réfléchi, à vrai dire. Grosse colle. J'y ai pas du tout réfléchi parce que la plupart des bifurcations, elles se faisaient sur le système de notation. C'est vrai que ça m'était complètement sorti le fait qu'on puisse faire des bifurcations simplement sur des types de réponses. Ou Nora propose des fausses notes. 0 à 10 sur une réponse et de 10 à 20 sur l'autre, et ça permet de refaire les chemins qu'on faisait avant. Ouais, la bidouille. Il faut créer des notes fictives pour pouvoir orienter, en fait, pour que l'enseignant puisse créer les conditions et les chemins, mais pour l'étudiant, il voit pas forcément la notation. Il peut avoir 3 choix qui ne sont pas et qui l'orientent de la même façon. Oui. Peut-être réfléchir à un système un peu plus cosy, justement, pour vraiment se baser sur les réponses plutôt que quelque chose basé sur des pseudo-notations. C'est vrai que on n'y a pas encore réfléchi. D'autres questions? Oui. Ouais, juste pour répondre à la question précédente, nous on a répondu à ça puisqu'on le fait par le biais des questionnaires à trous où on peut avoir une réponse multiple, quoi, et en fonction de ce qu'on donne,
ça donne des points et ça débloque quoi. En fait, on a contourné comme ça quoi. En cachant le système de notation. Oui, voilà, ouais, voilà. Par contre, nous, on a une remontée qui est très forte de tous nos étudiants. C'est une fois que le questionnaire a été validé, admettons qu'ils aient eu 11, ils savent pas là où ils ont eu juste et là où ils ont eu faux. On peut pas faire afficher la correction d'un questionnaire une fois qu'il a été fait. Oui, à l'heure actuelle, on ne peut pas accéder aux options du questionnaire directement dans la séance, sachant qu'une des options du questionnaire, c'est la consultation de la réponse. Il faudrait voir comment, au sein de l'interface, on puisse consulter justement ça. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr qu'il y a moyen de contourner aussi, mais c'est pas pratique. Non, on peut faire ça. On peut aussi, parce que le but de la séance, c'est justement pas avoir accès au listing des contenus directement dans le module, sachant que pour pouvoir avoir accès aux options du questionnaire, il faut pouvoir voir l'objet. Donc, ça serait les inscrire à un profil qui, justement, une fois qu'ils ont validé le questionnaire, les inscrire à un profil qui débloque en fait le questionnaire. Qui serait ouvert en mode privé, et là ils auront accès à l'objet questionnaire et donc à la correction. Mais ça, c'est vrai que c'est pas forcément pratique. Ça serait sympa de pouvoir avoir accès à la correction directement dans l'interface de consultation. Ouais, je vais juste rajouter un truc parce que vous êtes très technique et je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas tout pigé. Ça vient en partie de ma faute. J'ai pas précisé. En fait, la séance, vous voyez là, toutes mes ressources, elles sont rouges. Et pourtant, l'étudiant, quand il accède à la ressource, il a accès à ces ressources. Ces ressources, elles lui sont cachées dans le listing, mais elles ne lui sont visibles que par l'outil séance. C'est vraiment ça. C'est pour clarifier ce qu'il disait avant. Je vais enchaîner, non, à moins qu'il y ait d'autres questions. Oui, d'autres questions. Ah, Didier devant. Oui. De publier la ressource pour qu'elle soit visible. Oui. C'est ça. Maintenant, c'est différent. Alors en fait, la séance, c'est vraiment le but, c'est tout mon module, il va être masqué. Et si je me mets en aperçu sur le profil étudiant, je vois que mon étudiant, il ne voit que mes séances. Et l'étudiant, en fait, quand il va rentrer dans une séance, voilà, ça va lui être présenté sous cette forme, avec un joli bug d'affichage. On verra ça plus tard. Et donc, lui, il va progresser via cette séance. Il passera jamais par le listing, en fait. Il va juste avancer de pas à pas, comme ça. Ça répond à ta question? Il faut savoir que sur Spiral, pour tous les objets, c'est la puce de publication qui définit si on y a accès ou pas. Il y a simplement la séance qui est le seul objet qui permet de surcharger ce droit-là et de donner accès à l'objet. Voilà. Et dit juste à ta oui. droite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas copier-coller les séances d'un module à un autre. Ça, oui. C'est quelque chose qu'on a verrouillé parce que ça serait donner accès à des objets qui sont pas dans le même module d'un autre endroit de la plateforme. Donc ça, on a verrouillé. Séance, elle a une raison d'être que dans le module puisqu'elle est là pour scénariser le module en fait. Donc que dans un seul module en particulier. Allez-y. Juste une question sur l'utilisation de la séance, très technique. Le bouton passer à l'objet suivant, oui, qui se trouve en haut à gauche, si je dis pas d'ânerie. Là. Ouais, elle a changé, ouais. Bon, bah, ça peut répondre partiellement parce qu'on a souvent été confrontés à des gens qui trouvaient pas comment avancer. Quand on avait 4 questionnaires, ils répondaient au premier, ils voyaient pas où était le problème, ils pensaient avoir tout fait et en fait non. Et donc voilà. Effectivement, ça répond au problème. Merci, je te laisse passer. Juste une petite démo pour bien voir. Donc, c'est un objet avancé vu que c'est pas les utilisations classiques et simples de la plateforme. Donc, c'est le menu d'ajout là ici, le petit plus, avancé, séance. Ça crée ma séance. Je fais modifier. J'arrive dans ma séance et là, ça me demande de commencer. Donc, pour commencer, les 3 choses que je peux faire, c'est inscrire du contenu. Donc, du contenu, ça va être une des ressources de mon module. Par exemple, ce cours-là. Tac.
Sur ce cours-là, automatiquement, il pose une condition, vu qu'un cours ne peut que être lu, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si j'insère un élément à la suite qui va être collaboratif, par exemple un wiki, et que je fais insérer, ici, il pose pas de condition par défaut, parce qu'il peut y en avoir plusieurs types. On peut avoir juste lire le wiki, ou alors créer un contenu dans le wiki, et ainsi de suite. On peut avoir des trucs très complexes. Je vais vous en montrer un que j'ai fait pour m'amuser. Où voilà, on a plein de choses, quoi. On commence par un cours, on lit le cours, on arrive sur un autre, on lit le cours, on arrive sur un questionnaire avec 3 branches. De 0 à 5, il a à revoir les bases. De 5 à 10, il a ce qu'on appelle un saut. Ça le ramène vers le cours dicotylédon, qui est le tout premier cours, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment faire un cheminement et un parcours très 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 pointu. On peut même découper notre séance si elle est trop complexe en plusieurs séances. Et ici, à la toute fin de ma séance, je viens rajouter une autre séance. Et l'étudiant, ça le passe d'une séance à une autre. Youp. C'est tout bon? Question là. Oui, c'est sur les règles de notation aussi. En fait, si on regarde, c'est... si on peut... Ouais, je vais l'ouvrir, les règles de notation. Alors, je vais aller dessus. Par exemple, de 0 à 10, en fait, à 10, il est pas bon, et à 10,1, il est bon. C'est ça. C'est un peu... C'est un peu rude, ouais. En fait, c'est pas ça, c'est que on se dit... plus, en gros, il faut qu'on écrive, il faut bien penser qu'il faudrait mettre de 0 à 9,99, et à partir de 10, c'est pas pratique, quoi. Si on pouvait faire l'inverse, que le inférieur ou égal ou supérieur égal soit... Ou les choisir. C'est améliorable. Ouais, ça c'est changeable. Faut voir dans les usages et changer si jamais ça correspond en fait à l'utilisation que tout le monde en attend. Ce dont on parlait, c'est j'ai un questionnaire noté, je peux ajouter une condition qui est terminer le questionnaire. Et là, je peux choisir, par exemple, 4 branches. Voilà. Et là, je dois choisir la première branche, il y va s'il y a de 0 à 4,5. Ah, le clavier est en anglais. Si on met 10, il est pas bon à 10. Ouais, alors que c'est écrit inférieur ou égal, pourtant. Faudrait qu'on voit ça. Oui, j'ai un doute là. Je veux bien vous croire, mais à ce moment-là, c'est un bug. Bon, c'est bien, comme ça nous fait un petit listing pour la fin de journée. D'autres questions? Oui. Mais on pourrait facilement transformer ce symbole en bouton et puis pouvoir choisir inférieur ou égal, quoi. C'est bon. Est-ce que vous avez pensé aux zones de dépôt dans les séances? Parce que là, la publication elle est un peu particulière. C'est-à-dire, pour y avoir accès ou pour... Oui, parce qu'a priori, un étudiant a toujours accès à sa zone de dépôt. Sauf si la zone de dépôt elle-même est dans un dossier auquel il n'a pas accès. Et quand elle est dans une séance, est-ce qu'il continue à avoir accès ou pas? Alors, il va pas pouvoir mettre de zone de dépôt dans une séance. Pour lui donner accès à cette zone de dépôt, il va falloir utiliser ce que j'ai montré dans les slides avec l'histoire des récompenses. C'est assez technique pour l'instant, et je pense qu'à terme, on trouvera des méthodes de rendre la chose plus simple ergonomiquement. En gros, c'est après, à la suite d'un élément, je vais reprendre une séance plus simple. Là, tac. Non, c'est pas ça. C'est modifier. À la suite d'un élément, je vais lui dire, à partir de cet élément, l'étudiant va être inscrit à un profil et choisit le profil de mon module. Et donc automatiquement, quand l'étudiant va arriver, va passer cette condition, donc la condition créer un contenu dans mon wiki, il va être inscrit au profil récompensé. Et mon profil récompensé, on voit que j'ai créé un dossier récompense qui est ouvert, qui est privé. Et si on regarde les gens qui ont accès, il y a le groupe récompensé. Donc automatiquement, quand l'étudiant va arriver dans la séance sur l'objet récompensé, ça va lui mettre un message en lui disant vous avez accès à de nouvelles ressources dans votre listing, retournez dans votre liste d'activités. Voilà, ça peut être la zone de dépôt.
Et on est d'accord que c'est un petit peu complexe pour l'instant. Voilà. Je te laisse passer à la présentation du site web parce qu'il faut il ne restera pas beaucoup de temps pour terminer avec Christophe. Je fais exprès, il pourra pas parler comme ça. Ah ouais. Si, c'est pour ça. Il y a des tas de choses encore. Je te laisse faire une présentation vite fait. C'est à moi que tu parles. Ouais. Ça arrive. Ouvrir avec. Ok, donc maintenant je vais vous parler de l'outil de site web. Alors, je vais repartir à peu près avec le même plan. Qu'est-ce que c'est qu'un site web ? Un site web, c'est d'abord un objet qui va apparaître dans votre module. Comme on a un blog, comme on a un cours, on va avoir un objet site web. Ce site web, je vais y arriver. Le but, c'est de rassembler un ensemble de pages et de créer un site web. Mais en fait, notre outil de site web, c'est plus une fabrique à site web. C'est ce qu'on appelle dans le langage technique un CMS. Et là, je vais tous vous perdre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CMS ? J'ai fait exprès. Hein, c'est pour un CMS, c'est un outil informatique qui permet facilement de créer un site web en ligne, directement en ligne, un éditeur en ligne qui permet de créer des sites web en ligne. Donc, il permet la première chose qui permet, c'est de créer l'architecture de votre site. Donc là, j'ai mis un petit exemple. On a un accueil avec une petite rubrique mes cours et une suite de cours qui va apparaître dans un site web. Ça permet aussi de personnaliser ce site web parce que le but, c'est d'en faire une identité propre avec des couleurs, avec une représentation graphique, avec un choix de représentation. Donc là, je vous ai mis vite fait ce que je vous montrerai en démo après. C'est qu'on a vraiment travaillé. D'ailleurs, c'est Panoche qui est là-dessus beaucoup. On a beaucoup bossé tout ce qui est personnalisation avec typiquement si vous pouvez choisir une couleur et automatiquement il vous fait des propositions de couleurs qui vont bien ensemble pour éviter d'avoir des trucs qui agressent un peu la rétine. Vous êtes pas obligé, hein, mais c'est pour vous aider, quoi. Donc c'est vraiment le côté personnalisé qui a été mis en avant. Après, dans votre spirale, parce que je disais c'est un CMS dans votre spirale, parce que à la différence des CMS qu'on peut trouver sur le monde du web, donc par exemple, s'il y a des techniciens, WordPress c'est un CMS, tout ce qui va être du blogging. Oui, voilà. Donc le but de ce CMS là, c'est de pouvoir faire un site web en utilisant les ressources de votre module. Tiens, si je mettais en plein écran. Ouais, c'est mieux. Donc, on va pouvoir créer des pages qui vont correspondre à des ressources de votre site web. Et bien sûr, ces pages-là, elles peuvent être soumises à une gestion des droits, puisqu'en fait, c'est des pages de votre module Spiral. On peut avoir une page de questionnaire qui demande d'être logué, qui demande d'avoir accès à votre module. Et donc, l'utilisateur, quand il va cliquer dans le menu sur votre questionnaire, ben, ça lui demandera de se loguer s'il n'est pas logué, sinon il aura accès au questionnaire. Donc il y a encore plein de petites goodies qui ont été rajoutées. Christophe en parlait un petit peu avant. C'est qu'on a la possibilité de lier notre questionnaire à un Google Analytics ou un Xity. Donc c'est des outils d'analyse de fréquentation de vos sites. On a un système de insertion de feuilles de style CSS. Donc ça c'est vraiment pour les techos. S'ils veulent aller mettre les mains dans le code, ils peuvent aller changer la CSS à la main. On a un petit système de copyright qui permet de rajouter en bas de page votre copyright perso avec donc voilà. On a la possibilité de rajouter ce que j'ai appelé dans mon slide la barre Lyon 1. Donc je sais pas trop comment vous l'appelez parmi vous. C'est la fameuse barre un peu noire qui est sur en haut de tous les sites de l'université Lyon 1. Donc on peut la mettre sur nos sites web. Alors là, des exemples de magnifiques réalisations. Je vais vous montrer. Alors, c'est des trucs que j'ai récupérés sur le site. Donc, ça se trouve, il y a des gens qui sont à l'origine des trucs dans la salle. Là, typiquement, c'est un cas de site web réalisé. Je vais virer le plein écran parce qu'on comprend pas que c'est un site web sinon. T'as vu? Il n'y a pas un... Ouais, très bien. Excusez-moi, petite manipulation. Donc voilà, ça c'est un site web créé avec notre outil.
Et on peut voir, donc on a un système, on a une page d'accueil, on a un bandeau en haut, on a un bandeau en bas. L'intérieur c'est des pages, on a un menu sur le côté avec des rubriques et des items, avec des animations incrustées dans les pages, donc plein de choses. Waouh, je visite en même temps. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cette idée d'utiliser les ressources de votre module, vu que là, la rubrique questionnement, en fait, c'est des questionnaires spirales qui vont être incrustés dans votre site web. Donc ça, c'est un questionnaire que la personne a créé dans son module. Ok pour celui-là. Alors l'autre. Un petit dernier, Vincent, et puis après, ouais, alors couper la parole. Le dernier, c'était juste pour vous montrer l'idée des gestions de droits. Donc là, c'est un questionnaire, c'est un site web qui a été créé pour de la mise en ligne de ressources pédagogiques. Et si on voit le QCM ici, il va me demander un accès. Voilà, parce qu'en fait, le QCM, j'y ai pas accès parce que je suis pas logué. Et j'ai besoin d'être logué donc si je me log et que mon compte a accès à ce QCM, je peux le remplir, sinon je peux pas le remplir et la partie est fermée. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Vincent. Voilà. Donc on commence à être juste. Avant de terminer avec Christophe, je vais laisser la parole à Arnaud. Donc Arnaud, qui travaille avec Didier Langlois, et notamment on lui a demandé de réaliser une nouveauté qui est un peu plus nouvelle que les autres, et qui sera mise à disposition, donc qui est en ligne à l'heure actuelle, mais qui sera mise à disposition en version pratiquement terminée. À la rentrée, c'est la version mobile de Spiral. Voilà. Vu qu'on sait que le flash pose problème sur les mobiles, voilà, on a fait une version exprès pour, d'ailleurs, où l'ergonomie a été pensée pour l'utilisation sur des écrans tactiles et des petites surfaces. Donc c'est Arnaud qui va vous présenter ça en 5 minutes maximum, s'il te plaît. Désolé, je te mets la pression. Ok, on va essayer. Donc pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Arnaud Large, ça fait maintenant 3 mois que j'ai rejoint l'équipe de Spiral pour développer cette version mobile. Donc les objectifs de la version mobile, donc forcément c'était pour rendre Spiral disponible sur les différents devices. Donc on a, que ce soit sur smartphone ou sur tablette. Et donc aussi de rendre la plateforme accessible aux seniors et aux handicapés. Donc ça, on a dû respecter les normes d'accessibilité pour faire cette version mobile, donc notamment avec la norme WAI, donc Web Accessibility Initiative. Donc en fait, le respect des normes a été fait surtout sur tout ce qui est lecture, c'est-à-dire qu'on pourra parcourir l'ensemble de Spiral avec un navigateur dédié donc aux handicapés et aux seniors. Donc la technologie utilisée. Donc pour faire cette version mobile, j'ai utilisé jQuery Mobile, donc qui est un framework optimisé pour les versions mobiles. Donc il utilise les dernières technologies avec HTML5 et CSS3. Il va nous permettre d'avoir un responsive design, c'est-à-dire que le design du site va s'adapter à la taille de l'appareil. Et de faire tout un tas de choses pour calquer le plus proche possible une application typique d'un téléphone, donc notamment les transitions. Et surtout, il va nous permettre d'être multiplateforme. Donc pourquoi un site mobile plutôt qu'une application ? Donc en fait, on est parti sur l'idée d'un site mobile tout d'abord parce que pour les mises à jour, ce sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a qu'un seul code source à maintenir par rapport à une application où si on veut être compatible avec iOS, Android et Windows Phone, il va nous falloir une version pour chaque. Donc ça devient très difficile à maintenir et très long dans le code. Donc voilà un peu la liste des systèmes avec lesquels on sera compatible. Donc il y en a encore bien sûr bien d'autres. Donc l'avancement du projet, pour le moment ça fait 3 mois qu'on est dessus. Donc pour le moment on peut avoir on peut parcourir la liste complète des outils Spiral. On peut créer, éditer et supprimer des objets. On a la gestion de publication et des droits Spiral. Et les briques Spiral disponibles pour le moment. Donc on a le cours, la bibliographie, le forum, le blog, le wiki, les pages, les liens web et donc l'agenda qui n'est pas sur cette diapo.
Oui, alors pas en création. Par contre, on pourra répondre au questionnaire depuis une tablette ou un smartphone. Les séances aussi, on ne pourra pas les créer, mais les parcourir et répondre. Ouais. Ce serait trop compliqué autrement. D'autres questions ? Alors, on va parcourir rapidement la version mobile. Faut que tu fasses très vite, hein, on est à la bourre. Donc la version mobile est disponible en allant sur la nouvelle page d'accueil. En fait, il y a une autodétection d'un navigateur mobile et propose de basculer directement sur la version. Ou alors, dans tous les cas, on mettra une petite icône disponible sur la page d'accueil. Elle n'est pas totalement finalisée, qui vous permettra d'y aller manuellement dessus. Voilà. Y compris depuis un PC, ouais, tout à fait. Après, ça fera un peu gros pour un PC, mais bon. Après, ça peut. Ouais. On utilisera notamment la version mobile aussi pour l'accessibilité, pour toutes les personnes qui utilisent des logiciels spéciaux, notamment les déficients visuels. On a fait en sorte qu'elle soit compatible avec les deux supports. Donc voilà le point de connexion de Spiral. Là, j'utilise un petit site qui permet d'émuler rapidement le système d'un iPhone. Donc là, on retrouve le point pour se connecter. Et donc voilà, donc une fois connecté, on retrouve la liste de mes objets Spiral. Donc avec en haut, on a essayé de conserver la navigation en permanence en haut, donc un peu à la système d'un iOS. Et en dessous, donc on retrouve toutes les options sur la barre du bas qu'on pourra faire sur chaque page. Donc en fait, cette barre est statique, c'est-à-dire que quand on bougera avec le doigt, elle restera en permanence à l'écran afin de faciliter les options. Donc voilà, on peut parcourir les dossiers. Donc là, on retrouve bien le système de navigation d'une application avec les volets qui se déploient. Et donc, si j'entre dans mon module, on retrouve la liste de mes ressources. Donc là, on a fait quelques exemples. Donc si par exemple, j'ouvre un cours, voilà, on va retrouver mon cours à l'intérieur. En dessous, j'ai ma barre d'options en permanence. Donc par exemple, je peux accéder au sommaire du cours avec la possibilité, par exemple, de filtrer si le sommaire est assez long. Et donc, j'atteins directement le chapitre souhaité dans mon cours. Donc à chaque fois, pour sortir d'une brique, on a remis un bouton en haut qui permet de sortir directement. Donc ensuite, on retrouve toutes les briques qu'on a définies tout à l'heure dans le PowerPoint. Donc par exemple, l'outil d'agenda. Voilà, là on retrouve la liste de ce qu'on a aujourd'hui. On peut passer en mode semaine. Ou on peut visualiser tous les événements sur le mois. Donc on a la possibilité d'ajouter aussi des événements. Donc on voit que quand on est administrateur du module, on a aussi toute la publication qui apparaît avec les puces qu'on a l'habitude de voir sur Spiral. Et via le bouton ici, les deux boutons, là on peut ajouter de nouvelles briques. Voilà, donc, par exemple. Ouais, vas-y. J'allais te couper. Notamment, donc dans la voiture, un enseignant peut ouvrir dans le train, je voulais dire. Non, mais c'est à l'arrêt. Dans le train, il peut ouvrir son module juste avant son cours ou son examen, et où il peut rajouter une note d'information en disant que le cours a été déplacé dans telle salle, justement parce qu'il est en retard, etc. Voilà, le retard de la NCCF, comme on disait. Je vais te couper la parole. Je suis désolé, Arnaud. Je te remercie beaucoup parce qu'on va essayer de terminer en 5 minutes avec Christophe et Gilles. Donc voilà, elle est en cours de finalisation, elle sera disponible à la rentrée. Il n'y aura pas tous les outils, je pense,
mais de toute manière, d'ici peu, tout sera accessible avec la version mobile. Je vais passer la parole à Gilles, donc qui va plus parler côté serveur, et ensuite on clôturera avec Christophe pour vous laisser aller manger, vous libérer, hein, rassurez-vous. En 2 secondes. Bonjour à tous. Alors je vais prendre 10 minutes, c'est bon 10 minutes Christophe ? 2. Bon, je vais vous parler de quelque chose un petit peu moins sexy que ce que vous avez vu avant, donc j'ai mis des petites images pour que ça passe bien, que ce soit plus digeste. On va parler de la machinerie qui se trouve derrière tout ce que vous avez vu, parce que bon, il faut quand même un petit peu d'informatique pour que ça marche. C'est grâce à lui que ça tourne 24 heures sur 24, faut le dire. Presque. Merci. Donc ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est l'ensemble des 3 briques sur lesquelles s'articule Spiral, des 3 serveurs même on pourrait dire. Donc c'est 3 serveurs applicatifs. Donc ici on trouve le serveur central, c'est un serveur JBoss. C'est le noyau de Spiral, c'est là où on trouve toute l'intelligence de Spiral, ce qu'on appelle la couche métier. Toutes les données relatives à l'application, les données dynamiques, sont stockées dans une base de données. Donc chez nous, ça se passe sur du SQL Server. Mais bon, l'application peut tourner avec d'autres types de bases de données en fonction des préférences des administrateurs. Et puis la 3e brique, c'est la brique Red5 dont a parlé Eddy tout à l'heure. Donc c'est le serveur qui s'occupe de délivrer tous les fichiers en téléchargement, qui s'occupe de la partie collaborative de Spiral, donc le chat, les tableaux blancs, et également la diffusion en streaming des vidéos. Voilà. Donc toute cette partie-là est sur le réseau de l'Université Lyon 1. Ici, on a des petits murs de briques qui symbolisent les pare-feux qui filtrent l'accès et le trafic des utilisateurs Internet. Un nombre de machines, c'est pas un nombre d'images, faut que tu parles. Il faut que je m'entraîne à viser en arrière. Voilà. Donc, au niveau des performances, voilà, on va parler un petit peu performance parce qu'il faut quand même des ressources pour que ça tourne bien. Alors, ce qu'on met en place pour que ça fonctionne bien, déjà, c'est un stockage disque performant. C'est des bêtes disques de classe entreprise avec énormément de performance. On a beaucoup de disques. Pour vous donner une idée, on a 15 Tera de stockage répartis sur 72 disques. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est qu'une donnée, elle est stockée sur plusieurs disques, un fichier typiquement. Donc, quand on va chercher une donnée, la parallélisation des accès et l'utilisation de tous les disques en même temps, ça permet de récupérer une donnée plus vite et donc de la délivrer à l'application. Au niveau des serveurs, je vous ai un petit peu menti au début. Ici, c'est pas vraiment des serveurs physiques. En fait, c'est des serveurs qui sont virtualisés. C'est-à-dire que ces 2 serveurs-là sont déposés sur un vrai serveur physique qui, lui, va charger de les émuler et de les faire tourner. Alors, l'intérêt de tout ça, aujourd'hui, c'est qu'on peut bien rationaliser l'utilisation des ressources. Souvent, les serveurs sont sous-utilisés au niveau de leur performance parce qu'on a des CPU qui sont très très puissantes aujourd'hui. Donc, en mettant plusieurs serveurs dessus, on utilise au mieux les ressources. L'autre intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir rajouter à la volée des nouveaux serveurs virtuels. Et typiquement, s'il y a des gens ici qui ont des instances, eh ben leur instance Spiral, c'est une brique JBoss plus Red5 sur un serveur physique. Ça a un énorme intérêt, la virtualisation, pour ce qu'on appelle l'extensibilité ou la scalabilité. C'est qu'on va pouvoir facilement rajouter un nouveau serveur physique qui va héberger des nouvelles machines virtuelles. Donc ça permet de garantir l'évolutivité avec les besoins en performance qui évoluent, les besoins d'accès, sans rupture de service. Les autres intérêts de la virtualisation, c'est que les CPU qui sont sur les machines physiques, enfin les processeurs et la RAM, sont alloués à chaque machine virtuelle de la façon dont l'administrateur le décide. Donc on donne juste ce qu'il y a besoin, et quand le besoin de performance augmente, eh ben on va donner un CPU de plus, 2 CPU de plus, 2 Go de RAM de plus, en fonction des besoins qui évoluent. Ça donne une énorme souplesse d'administration, une bonne réactivité, et tout ça à chaud, sans coupure de service. Au niveau du stockage, tout ça demande une grosse capacité de stockage. On va aussi pouvoir rajouter facilement des disques à chaud, sans coupure de service, et présenter au serveur plus de volumétrie, en fonction des besoins.
Pour la sécurité de l'ensemble, des données, des services, alors déjà on sécurise le matériel, donc tous les matériels ont des alimentations redondantes, s'il y en a une qui lâche, il y a l'autre qui prend le relais. On a également le réseau qui est redondant, on a 2 pattes. Au niveau du serveur SQL, j'en ai pas trop parlé, mais on a 2 serveurs qui tournent physiques, qui sont en miroir, donc qui sont répliqués de façon synchrone. Donc si on a une panne sur l'un des 2 serveurs, on peut basculer de façon plus ou moins automatique sur l'autre serveur. Et au niveau des disques, c'est des disques donc avec une structure RAID, pour ceux qui connaissent. Donc c'est-à-dire que quand on perd un disque, même 2 disques, on continue d'accéder aux données sans perte de service. Et après, il faut remplacer les disques pour pas qu'il y en ait d'autres qui tombent en panne. L'autre intérêt, c'est la sécurité, elle est aussi renforcée avec le fait qu'on puisse empiler les serveurs de virtualisation. Si on a un serveur complet qui tombe en panne, on va pouvoir relancer les machines virtuelles sur un autre serveur, parce que les machines virtuelles sont stockées sur les disques. Donc on les démarre sur un autre serveur et le service reprend. Pour la sécurité des données, au niveau sauvegarde, on sauvegarde sur une salle machine distincte et distante toutes les données, donc base de données, fichiers, environnement, paramètres, serveurs, etc. Alors là, j'ai mis une petite robotique de sauvegarde. En fait, on utilise aussi des disques. Donc aujourd'hui, on sauvegarde sur disque dur toutes les données récentes. L'avantage du disque, c'est qu'on peut rapidement aller retourner chercher des données et les remettre en ligne sans intervention humaine. Et puis toutes les données qui vieillissent, au-delà d'un mois, on les copie sur des bandes magnétiques, des bandes LTO. L'avantage, c'est que c'est un coût volumétrique qui est très faible par rapport au disque. Et puis c'est un support qu'on va pouvoir externaliser pour emmener dans un coffre-fort qu'on a sur un 3e site. Ce qui fait qu'on peut se priver, si jamais on a une perte complète de la salle de prod, on a éventuellement accès aux ressources qui sont sauvegardées ici. Si on perd la salle de sauvegarde, on a encore les ressources qui ont été stockées au coffre. Voilà. Enfin, la sécurité au niveau de la salle machine. On a bien sûr une climatisation qui normalement fonctionne, qui maintient une température à peu près stabilisée, qui évite l'usure des pièces, qui limite les pannes. On a un système de onduleur groupe électrogène qui permet d'assurer le maintien du fonctionnement de la salle machine en cas de coupure d'électricité. On peut tenir plus d'une journée sans rupture. Et un système anti-incendie qui, en cas d'incendie, délivre un gaz dans la salle qui éteint l'incendie. On n'a jamais testé, mais c'est en place. Ça, c'est l'évolution. Je vous ai présenté un petit schéma. En fait, on a exactement la même chose des 2 côtés. Ça, c'est l'évolution à 2013-2014. On est en train de mettre en place un système de PRA, un plan de reprise d'activité. On réplique absolument tous les équipements sur une 2e salle. Et grâce à la virtualisation qui nous permet facilement d'emmener une machine virtuelle d'un site sur un autre, puisque finalement que le serveur soit là ou ici, c'est pareil, et en cas de perte complète d'une salle, on pourra continuer de fonctionner avec une rupture de service qui sera largement tolérable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Gilles. On avait encore des millions de choses à vous montrer, mais on va clôturer avec Christophe. Ouais. J'ai des contraintes de temps je devrais être parti à 13h. Donc, ce qu'on va faire, on va faire du e-learning pour la suite. C'est-à-dire, j'avais prévu 2 présentations, une sur le portfolio et une sur l'anti-plagiat. Donc, je les ferai ce soir. Je les mettrai en ligne. C'est déjà tweeté. Elles sont sur SlideShare. Il y a eu des centaines de connexions dessus. Mais je vous ferai un petit module vidéo où je vous expliquerai comment ça marche, le principe et tout ça. Mais avant, Eddy, je voudrais que tu montres un dernier truc que tu as fait cette nuit. Presque. Ce qu'il faudra aller voir, mais c'est bizarre. Donc on a changé la home. Bon, c'est parce que l'autre elle se faisait un peu vieillissante, mais notamment on a mis d'autres liens, notamment sur le portail des ressources. Voilà. Donc c'est la home qui autodétecte qu'on est sur la version mobile, qui propose tout ça, mais il y a tout un tas de liens sympas dessus, notamment le portail de ressources. Donc les ressources qui étaient disponibles en mode web, donc à tout le monde, étaient pas forcément lisibles à l'intérieur de Spiral, et maintenant on a fait en sorte qu'elles soient visibles à tout le monde. Donc vous pouvez partager maintenant vos ressources très facilement. Donc c'est sous la forme d'un semi-portail, semi-moteur de recherche. Donc là, on a les 5 derniers éléments de chacun des types. C'est tout ce qui est mis en mode web. Alors, le web indexé. Alors attention, publication web, il dit est-ce que vous voulez que ça soit visible dans le moteur de recherche ou pas? C'est là, ça sera disponible donc sur le portail. Donc on peut faire une recherche sur tous les types, donc cours, wiki, blog, page, forum, site web, board, ou les médias en particulier, notamment les vidéos, les documents, les images. Et si vous voulez avoir le listing du tout, il suffit de cliquer, voilà, sur l'intitulé
Ah, pardon. Je suis allé trop vite sur l'intitulé et là on voit donc toutes les photos du barbecue de l'IUT qu'il faudra qu'on leur dise que c'est visible, attention. C'est sympa l'IUTB. Voilà. Hein. Voilà. Donc vous avez tout le barbecue de l'IUTB à disposition. Voilà. Ouais. Donc ça c'est pour le portail de ressources. Maintenant vos ressources peuvent être lisibles. Donc on fera en sorte de faire quelque chose de beaucoup plus visuel, etc. Donc pour mettre en valeur les contenus que vous souhaitez partager. Donc ça c'est le portail de ressources. Ensuite il y avait, je vais très vite. Ensuite il y avait donc les statistiques. Donc Christophe tout à l'heure a parlé de, vous avez vu les jolies statistiques générales, mais non ils peuvent pas les voir Christophe. C'est que les administrateurs de la plateforme qui peuvent les voir. Donc les statistiques générales qui brassent un très grand nombre de données, on a fait en sorte de, au lieu qu'elles soient calculées directement, on a des scripts maintenant qui tournent toutes les nuits et qui vous fait des super graphiques. Comme etc. chez Google. Exactement, comme chez Google. Donc celles-là, vous pouvez pas les voir. Nous, ça nous fait un résumé des modules les plus consultés, les médias, etc. On peut faire des statistiques d'entrée, qui a visité quoi, les étudiants, les machins, classés par type. On génère les statistiques. Ça apparaît tout d'un coup. Vous avez vu, même pas besoin de calcul. C'est normal, c'est tout calculé la nuit. C'est génial. Voilà, à la Google. Donc ça, c'est pour nous. Mais on a essayé d'apporter ces améliorations aussi à vous, notamment au niveau du suivi du module. Avant, vous aviez un listing tout bête. Moche. Ah ouais. Un listing, il était moche. Ah oui, mais bon, on n'avait pas le temps de... C'est que Didier a découvert. Voilà. Maintenant, on a fait en sorte de vous faire des résumés avec le nombre d'outils dans votre module, les entrées globales, administrateurs, enseignants, étudiants, des statistiques sur tout ce type de graphe. Vous pouvez faire un zoom. Regardez. Waouh. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Je savais pas. Ouais, je sais. J'ai pas mis la petite phrase juste au-dessus du graphique qui disait, voilà. Et puis, parce qu'avant, on rentrait, on avait un listing d'actions. Le listing d'actions est toujours disponible, mais il s'affiche pas de base. Il faudra simplement cliquer sur le filtre pour les faire afficher. Voilà. On a fait en sorte de faire quelque chose d'un peu plus visuel. Donc, les statistiques, le machin. Il y avait aussi le... Les quoi? Si, il y a tout. Il y a tout. Ah, bah oui, ça c'était parce que les scripts qui calculaient la nuit, ils avaient des petits soucis au début. Voilà. L'autre petite chose, donc c'est, on a rajouté, donc on a mis à disposition l'anti-plagiat qui est disponible via le badge. Donc ça, il vous fera la petite vidéo. Donc on peut envoyer des documents à l'anti-plagiat. Donc c'est la solution Turnitin, voilà, qu'on utilise. Donc forcément aussi, ça restreint sur le type de document qu'on peut utiliser. Et on peut avoir récapitulatif, tout ça. Et ça, c'est disponible avec les petits badges là qui sont apposés sur les documents. Une vidéo. Et je termine avec le portfolio. Le portfolio donc qui a été mis à disposition, mais depuis septembre. Voilà, depuis septembre, mais qu'on fait en sorte de le rendre un peu plus sympa. Donc le mien, bon ça, celui-là c'est le faux, mais c'est pas grave. C'est pareil, avec un joli site web, voilà, un joli site web, portfolio, tout ça, il faut qu'on change le texte et tout, etc. Mais voilà, qui est disponible pour chacun des utilisateurs de Spiral. Au niveau toutes les désusabilités du portfolio, il faudra voir avec Christophe, parce que c'est lui qui sera plus vous renseigner là-dessus. Merci à tous. À 14h, c'est au Quai 43 pour ceux qui veulent faire les ateliers. 14h30 au Quai 43, salle 105 avec Céline pour ceux qui veulent faire des ateliers. On va mettre les vidéos en ligne, on mettra les présentations en ligne. Celles que j'ai pas faites, je vais vous les faire et je vous les mettrai en ligne. Et vous avez mon mail, vous avez mon tweet, vous avez mon bazar. Vous pouvez continuer à me communiquer et à renvoyer nos informations et des retours. Merci. Voilà. Merci à tous d'être venus.